Ici Carl Godreau, bienvenue à cette édition de Bâtisseurs culturels. Dans cet épisode, nous allons explorer l'univers de la littérature et du journalisme. Je vous invite à découvrir le parcours d'Yvon Paré. Bonjour, M. Paré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le déplacement, surtout. Hein? Racontez-nous un petit peu votre enfance, votre milieu de vie, votre famille, comment c'était? Alors, on était une famille de 10 chez nous et moi, je suis le 9e. 9 garçons, une fille. Alors, je suis un des derniers de la famille et toute ma famille, mes oncles, mes frères, mon père, c'était des forestiers, des bûcherons comme on appelait à l'époque. Alors, ils partaient des longues périodes, surtout l'hiver, à l'automne, pour aller passer 2, 3 puis 4 mois pour revenir avec la drave au printemps, des fois méconnaissables, des fois changés, des fois qu'il fallait presque épouiller parce qu'ils étaient tellement sales que c'en était peurant. Alors, je suis né dans cette famille-là. Alors, tout mon univers d'enfance gravite autour des histoires de forêt, des histoires d'arbres, des histoires de chevaux qui vont en forêt, des histoires d'animaux, de bêtes, d'orignaux et tout ça. Alors, ça a marqué terriblement mon imaginaire d'enfance. Puis, à l'école primaire, comment c'était? À l'école primaire, d'abord, ça a été une grande libération, pour moi, de commencer l'école. Ma sœur rêvait d'être institutrice, donc elle m'avait appris à lire et à compter avant de commencer l'école. Alors, j'étais en avance de tout le monde. Et surtout, c'était une libération parce que j'échappais à l'emprise de ma mère. Ma mère était une femme magnifique, mais contrôlante comme c'est pas possible. Alors, elle avait besoin de toujours nous diriger, de savoir ce que l'on faisait. Puis, tout était défendu à peu près dans la maison, sauf quelque chose, là, sauf se bercer près du poêle, puis ne pas parler, puis ne rien dire, puis ne rien déranger. Alors, à ce moment-là, en arrivant à l'école, j'avais pas connu vraiment de socialisation avec les voisins parce que c'était défendu à cause de ma mère. Alors là, je me suis fait des copains à l'école, des amis qui durent encore. J'ai encore des copains de la petite école que je vois assez régulièrement. Alors pour moi, ça a été la grande libération, la découverte du monde, si on veut. La petite école de rang à l'époque, là, parce qu'on est quoi dans les années 51? Quelque chose, le rapport parent n'est pas arrivé encore. On était vraiment dans la tradition, là, les 5-6 classes là, ou degrés du primaire. Alors, les plus vieux enseignaient aux plus petits, puis tout ça. Là. Alors, j'ai connu ça, puis c'était merveilleux. Là. C'était un monde fabuleux. Et surtout, ce qui a été, je dirais, la grande révélation de ma vie, parce qu'on était une famille chez nous de gens qui, disons qu'il n'y avait pas de littérature dans la maison. Hein. Les livres étaient extrêmement rares. Et on avait, dès les premières années, une période de lecture où on faisait la lecture à haute voix. Chacun qui était bon dans l'oralité pouvait lire une histoire. Et je me souviendrai toujours de une de perdue et deux de trouvée, de Georges Boucher de Boucherville. Ça a été écrit dans les années 1870. Je ne sais pas par quel hasard ce livre-là était rendu dans les mains de notre institutrice à l'adorer, mais on lisait ça chapitre par chapitre à tous les soirs entre 3h30 et 4h. Et pour moi, là, ça a été la découverte des histoires du monde de la littérature. Et c'est là que j'ai commencé à lire, puis à vouloir écrire. Ça a été la découverte d'un monde fabuleux. Donc, après votre école primaire, là, j'imagine que vous allez à l'école. À l'époque, c'était peut-être pas le secondaire, naturellement, mais là, j'imagine que vous vouliez continuer vos études, puis vos parents ont peut-être vu le potentiel aussi ou l'intérêt que vous aviez. Je dirais que j'ai continué à faire des études. C'était un peu grâce aux amis que j'avais. Je voulais pas... normalement, moi, là, après la 7e année, là, tous mes frères avaient fait ça. C'était fini, l'école. On partait en forêt, puis là, on allait gagner sa vie pour de vrai, puis travailler comme un homme doit travailler. Mais j'avais des amis, puis j'étais très proche d'eux. Et comme mes amis ont décidé de continuer à étudier, je les ai suivis. Alors, ça a été suivi 2 ans au village, dans une école, je pense que c'est la 7e ou la 8e année.
Et après, on est allé au secondaire à Saint-Félicien. Là, c'était le début des voyages où on a commencé à faire voyager les étudiants là, pour les envoyer dans des grandes écoles, l'école secondaire Pidou, ce qu'on appelait à Saint-Félicien. Alors, c'était le début des autobus jaunes. Donc là, vous faites votre inscription, c'est à l'université parce que là, à l'extérieur, parce que l'UQAC n'existe pas encore. Non, l'Université du Québec n'existe pas. Alors, je suis allé à l'Université de Montréal. Et là, c'était un choc culturel épouvantable. Je n'étais pratiquement jamais sorti du village, sauf pour aller à Saint-Félicien et tout ça. J'avais beau avoir lu puis m'imaginer toutes sortes d'affaires, voir des choses à la télévision, mais quand tu tombes à Montréal, les gens des régions comme ça s'en allaient à Montréal pour étudier. C'est un autre monde, un autre univers, pratiquement un autre langage. Moi, j'ai résisté, je pense, c'est parce que j'aimais tellement lire, puis j'avais tellement de goût. J'avais déjà décidé que je deviendrais écrivain, même si je le disais à personne, mais j'écrivais un peu, j'essayais des choses. C'était tellement fort et tellement puissant chez moi que j'aurais passé... je pense à travers n'importe quoi. Je me serais retrouvé à New York, puis j'aurais appris l'anglais pour pouvoir écrire et pouvoir lire, certainement. Parlez-nous justement là, de votre parcours à l'université, votre fin de parcours là, à l'université, puis avec votre première, quand vous avez fait votre première publication, là, à ce moment-là, c'est arrivé comment? Ah, c'est une histoire qui est pratiquement incompréhensible et c'est fou. Je l'ai raconté dans mes livres, mais il y avait un poète qui était assez connu à Montréal, Gilbert Langevin, qui est originaire de l'Adoré. Mais je ne le connaissais pas du tout quand je suis arrivé à Montréal, et qui part des connaissances, parce que tu sais comment ça fait, là, une diaspora qui arrive en ville. Là. Alors, les gens du Lac-Saint-Jean puis les gens de la Dorée avaient tendance à c'est pas juste les Chinois qui font ça, puis les Italiens, nous autres aussi, on fait ça. Puis on est arrivé, puis là, c'est par une connaissance d'un Langevin que je connaissais à la Dorée qui m'a présenté Gilbert. Alors, là, Gilbert était connu à ce moment-là. Il faisait des chansons, puis il avait publié plusieurs livres. Alors, pour moi, c'était une révélation. Il était mon premier poète vivant. Puis je pouvais y toucher, tu sais. Puis je pouvais prendre de la bière avec lui. C'était extraordinaire. Puis Dieu sait qu'il en prenait, puis moi aussi. Alors, c'était fantastique. Puis là, il nous récitait. Gilbert, c'était une machine à parler. Il connaissait tous ses livres par cœur, tous ses poèmes par cœur. Il les récitait comme ça. Alors, je parlais pas beaucoup avec lui, tu l'écoutais surtout, mais il était fascinant. C'était quelqu'un, moi, en tout cas, il me fascinait beaucoup. Puis il savait que j'écrivais des choses, hein, mais j'avais jamais osé montrer ça à personne. Puis là, il vient chez moi à un moment donné. Ah, montre-moi ça, je veux lire un autre poète à l'adorer. Puis là, il en mettait, je veux absolument savoir ça. Fait que je lui donne quelque chose, une série de textes de poèmes là, que j'avais fait depuis, je travaillais là-dessus depuis peut-être 2, 3, 4 ans, je sais pas. Puis il part avec ça. Et 1 mois et demi plus tard, je reçois un téléphone à mon appartement. Ici, Victor Lévy-Beaulieu, on a accepté votre manuscrit. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu sais, moi, j'étais au courant de rien, il m'avait rien dit. Là, je pensais, j'ai dit, c'est les insolences de Tex Lecor. J'étais sûr que c'était ça. Là, je commence à... Ouais. Puis là, coudonc, c'est quoi? Mais j'ai dit, comment ça fait que vous avez mon manuscrit? Puis là, Victor m'explique que c'est Gilbert qui a apporté mon manuscrit, puis que là, il avait trouvé ça bon, puis qu'il le publiait. C'est que j'ai commencé à publier comme ça. Chanceux, le pari du Lac-Saint-Jean, hein, d'avoir quelqu'un qui te passe comme ça en littérature. Et ça a été mes débuts tout à fait inattendus. Je n'aurais jamais pensé publier aussi rapidement que ça. Et l'année suivante, je publiais Annabelle, un roman, chez Victor, avec les éditions du Jour. C'était en quelle année votre premier livre? 71, l'octobre, et en 72, j'avais publié Annabelle. Alors, ça a été comme ça mes débuts en littérature. C'est quelque chose de complètement... Je voulais ça, je rêvais à ça, mais je pensais jamais que ça arriverait comme ça. Alors, j'étais très chanceux dans ma vie d'avoir des contacts comme ça qui ont fait ouvrir des portes. Et votre famille, leur réaction quand vous avez publié votre premier livre? Ah, ça, au départ, j'ai commencé par... ne pas en parler du tout. Et là, j'ai communiqué avec ma mère, parce que là, à cette époque-là, même les livres de poésie ont passé à la télévision. Ça arrive
pas tellement souvent maintenant, c'est plutôt rare. Mais en tout cas, la maison d'édition me téléphone et dit tu vas passer avec une émission un peu de variété. Là. C'était animé par Guy Boucher, je pense, à l'époque. Je ne sais pas si ça te dit quelque Les chose. coqueluches? Non? Non, en tout cas, je me souviens pas trop. Et c'était une émission un peu de variété où il y avait des chanteurs, des comédiens qui allaient parler. Puis moi, j'allais là pour lire des extraits de l'Octobre des Indiens, mon premier recueil de poésie. Jeunesse oblige. Ah, quelque chose de même, je sais pas trop. Je me souviens pas du titre. Alors, là, je passe à la télévision, c'est quelque chose. Fait que là, je téléphone à ma mère, ce que je faisais jamais. Puis là, elle dit, bon, ça va, oui. Je dis, écoutez la télévision le jeudi prochain à telle heure au Canal 10. Comment ça? Écoutez ça, là, vous allez avoir une surprise. Et c'est comme ça qu'elle a appris que j'avais publié un livre en écoutant la télévision. Ils l'ont été la folie dans le village de la Dorée. Ils vont à la télévision. Et ils l'ont appris comme ça. Et c'était drôle parce que quand je suis retourné aux fêtes, j'ai emmené un exemplaire à ma mère. Elle l'a regardé beaucoup comme ça. Puis là, elle a pris une grande serviette pour essuyer la vaisselle, puis elle enrobait ça. Puis elle l'a mis dans son tiroir. Là, j'ai dit, elle faisait ça avec ses objets qu'elle considérait comme précieux. Ah oui. Hey, là, c'était quelque chose. J'étais comme... j'avais réussi dans ma vie. Ma mère pensait qu'un de mes livres, c'était quelque chose de précieux. Donc là, votre carrière d'auteur est lancée, mais la suite, qu'est-ce qui se passe? Bien, la suite, c'est que je termine des études. Normalement, j'aurais dû être un enseignant. Alors, j'ai fini mes études et puis il n'était pas question de rester à Montréal. Je m'ennuyais trop de la forêt et tout ça. Alors, j'ai dit peut-être que je vais faire un compromis. Je vais travailler l'été avec mes frères comme bûcheron. Je détestais pas ça. C'était difficile, mais ça se faisait. Puis l'hiver, je me trouverai un coin, là, puis j'écrirai. Comme ça. Au lieu d'avoir des études, j'écrirai comme ça. Puis ça a commencé comme ça. Je suis retourné au village, j'ai travaillé tout l'été, puis là, je me suis trouvé une maison un peu en dehors du village, là, dans un rang, puis près de la rivière à Chapmouchouane, puis c'était mon lieu d'écriture et tout ça. Alors, j'ai travaillé tout l'été, je me suis installé là pour travailler là, écrire l'hiver. Mais là, il y avait un projet de télévision communautaire dans l'air, à la Dorée. Puis là, ils ont su que j'étais là, moi, là, puis je ne retournais pas aux études. Écoute, il a fait de l'université, là. Il a passé à la télé. Oui, puis il a passé à la télévision, puis il est bon, puis enfin, go. Fait que là, ils sont venus me voir, Yvon, là, on a besoin d'un animateur, puis il faut que tu viennes travailler avec nous autres. Bon. Puis il y avait une belle gang, là, tu sais, j'ai dit pourquoi pas. Bon, j'ai mis mon projet de roman dans le coin, puis je suis allé travailler comme animateur à la télévision communautaire. Ça, j'ai fait ça 1 an. Mais ça a été extraordinaire. Ça, j'aimais ça beaucoup. Et c'est là que j'ai pris le goût, je dirais, aux médias et aux communications. Puis quand j'ai eu fini ce projet-là, enfin, je vais aller retrouver ma maison pour écrire. Hein? Et là, quand je parlais du hasard avec Gilbert Langevin, je m'installe là, puis un après-midi, il y a quelqu'un qui arrive. « Hey, je suis journaliste au quotidien. »« Ah ouais? » Hey, j'ai appris qu'il y avait un écrivain qui vivait ici, t'as 2 livres de publiés, puis tout ça, puis je veux faire une entrevue. Tu sais comment sont les écrivains, toujours en manque de publicité, hein? Je peux pas vous dire, oui, on va le faire. C'était Guy-Marc Fournier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Guy-Marc Fournier était déjà un journaliste établi dans la région, mais un écrivain aussi. Il avait fait plusieurs romans et il avait gagné un prix Jean Béraud, Molson à l'époque, avec un roman qui était très inspiré d'Henry Miller, là, puis ça racontait beaucoup d'histoires de saoulerie, puis de brosses, puis d'aventures sexuelles. Puis là, on commence à prendre une bière en faisant l'entrevue. Moi, je ne savais pas que Guy-Marc était alcoolique là, au premier degré. Là, hein. Ça fait que là, écoute, la caisse a passé, puis tout envoie, puis là, il était plus capable de partir de chez nous. Ça fait que l'entrevue avait duré toute la journée pratiquement, puis toute la nuit. Puis là, le lendemain matin, mon Guy-Marc se lève toute croche, puis il dit, moi, là, hey, écoute, là, je suis tanné d'être journaliste. Là. Hein? Ça te tente-tu de devenir journaliste, toi, Yvon? Là? Moi, je prendrais ta maison, puis toi, viens-t'en à Roberval dans mon appartement. On va changer comme ça, puis moi, je vais écrire mon roman, puis si tu n'aimes pas ça, journaliste, tu reviendras, puis on verra ce que ça donne. Ça fait qu'on dit, OK, on essaye ça.
Puis là, on téléphone à Chicoutimi avec... parle au boss du quotidien. Le quotidien venait tout juste d'être fondé. Là, je pense que ça faisait 3-4 mois. Puis, hey, il y a un correspondant, Robert Nouveau. Là, je lui dis, bon, OK, ça marche. Si vous êtes d'accord, on change comme ça. Puis là, je suis parti à Roberval, puis lui, il est demeuré dans ma maison, il a adoré. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Puis là, Denis Tremblay m'appelle après 6-7 mois. « Hey, on a un poste dans les arts à Chicoutimi, ça te tente-tu? » OK. Puis moi, étant donné que j'étais proche de la littérature, puis de tout ça, j'avais suivi des cours, initiation à l'art, à la musique et tout ça, alors j'étais branché sur toutes sortes d'affaires. C'est comme ça que je suis déménagé à Chicoutimi. Puis là, je suis devenu employé à temps plein au journal Le Quotidien, dans la section des arts. Puis c'est là que j'ai commencé... J'avais la permission, si on veut, de m'impliquer dans la société. Quand tu es journaliste puis tu fais la couverture, là, ben, je sais pas, moi, si tu es journaliste dans les arts au quotidien, puis tu couvres le Salon du Livre, mais en même temps, tu es président du Salon du Livre, ça va pas, là, tu sais. Mais comme je n'avais plus de rôle de journaliste qui couvre les événements, je les mettais en paire. J'avais le droit, puis j'en avais parlé à mon patron, de m'impliquer dans la société. Alors, ça a été le début d'un militantisme qui a été très important, très, très important dans ma vie. Le Salon du Livre, là, je me suis impliqué. Puis en parallèle, ben, on avait les écrivains dans la région qu'on se connaissait un peu, Alain Gagnon, quelques-uns comme ça. On dit pourquoi Élisabeth von Arbour, qui était là à ses débuts, à ce moment-là, pourquoi on n'aurait pas une association, là, tu sais? C'est là qu'on a fondé l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie. Justement, peut-être me raconter toutes les dernières années là, comme journaliste, justement, culturel. Bon, c'est un retour aux arts, comme j'ai dit, peut-être une période de 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'était formidable, là, tu sais, bon, je retombais là, dans mes eaux, je retombais dans mon bain, là, si tu veux, j'étais bien. Mais en même temps, j'avais envie de faire d'autres choses. Et c'est là que je suis arrivé avec des projets un peu farfelus, là. J'avais proposé à mon patron de faire le tour du lac en 21 jours en vélo avec ma compagne Danielle. Il dit, je vais te reparler de ça. Puis là, quand je parle de ça à mes collègues dans la salle de rédaction, 21 jours au lac Saint-Jean, à écrire tous les jours, mais qu'est-ce que tu vas écrire? Il se passe rien, là! C'est les préjugés. Puis le lendemain, mon patron, il dit, oui, ça marche. Ah ouais, tu pars je pense que c'est le 20-21 juin, puis là, je pars pour 21 jours complètement, je fais le tour du lac à vélo. Ça, c'est en quelle année? Ça doit faire, oh mon Dieu, ça doit faire presque 15 ans maintenant. Là. On parle de peut-être de 2000 ans, vous alentours de... Début 2000, oui, les années 2000. Ça fait... Puis là, c'est toute une aventure. Là, tu pars comme ça. Là. Je sais pas, moi, là, je n'ai pas de programme. Là. L'idée, c'est qu'on pédale. On a réservé des gîtes, parce que ça, c'était important, parce que je voulais pas me ramasser dans un hôtel où il n'y a personne. Là. Dans les gîtes, là, il y a toutes sortes de monde qui viennent de partout, puis là, il se passe de quoi socialement. Là, on part. Puis là, il pédale, arrête là, arrête d'un champ. Puis tu prends des photos, je faisais toutes, là, tu sais. Puis c'était extraordinaire. On a fait là, un tour formidable, formidable. Les gens suivaient ça dans le journal, et pour une des rares fois à cette époque-là, parce que le journal, là, tu sais, il arrivait le mois de juin, là, puis pendant la période d'été, là, il y avait une perte d'abonnement là, assez forte, merci. Puis cette année-là, ça s'était maintenu parce que j'avais créé une espèce d'intérêt. C'était un feuilleton. C'était pas compliqué, c'était un feuilleton. Tous les jours, il y avait un article avec des photos du monde. Puis là, écoute, les gens, ils savaient où tu t'en allais. Puis là, je me souviendrai, en rentrant à Desbiens, à un moment donné, une madame au bord de la route avec un café. « Arrêtez de prendre un café, vous devez être fatigué. » Tu sais, les gens aimaient ça, là, c'était extraordinaire. Ça a été une aventure fabuleuse. On a fait 21 jours, puis on a toujours eu quelque chose à dire. Puis il y a même des affaires que j'aurais aimé exploiter ou aller voir, comme les chutes à Lourdes de Normandin. J'ai pas eu le temps d'y aller, tu sais. Il y avait tellement de choses à découvrir. Fait que là, j'avais mon petit sourire en coin quand j'étais revenu au journal pour dire, hein, il y en a des choses à dire quand tu vas voir le monde, puis quand tu les écoutes, puis quand tu les vois faire. Puis l'année suivante, ben, on a dit, on a fait la même chose du côté du Saguenay. On a fait le tour du fjord. Mais ça a été difficile. Le tour du fjord, là,
Puis on n'était pas comme aujourd'hui, là, tu sais, c'est facile de communiquer par Internet, tout ça, mais dans ce temps-là, c'était compliqué, mon ami. Envoyer les textes puis les photos, là, des fois, j'ai failli m'arracher, j'ai perdu tous mes cheveux, là, je pense. C'était très difficile. Et là, je suis sorti de là fatigué, là, tu sais, vraiment fatigué. Fait que j'ai pris mes vacances de 3 semaines. Puis moi, habituellement, après 3 semaines là, de vacances, là, je retournais au journal, je me retrouvais à la gang, j'étais content. Mais cette année-là, ça ne me tentait pas. Ça fait que la première chose, je suis rentré au journal, j'ai dit au patron, je m'en vais. 31 décembre, fini. C'était pas planifié plus que ça, là. Je n'avais pas planifié de retraite, mais là, j'ai dit, moi, quand je serai fatigué, c'est comme ça que je suis parti. Puis là, à un moment donné, il pensait que je lui faisais une blague, là, que c'était pas vrai ce que je... Mais je suis parti comme ça, puis j'avais 60 ans. J'avais fait 32 ans comme journaliste. Je pense que j'avais fait le tour. Puis là, j'étais relativement en bonne forme. Et là, ça a été le temps, je dirais, où j'ai profité de ce temps-là pour m'installer puis devenir un écrivain à temps plein, ce que je n'avais jamais été vraiment, tu sais, parce que je réussissais à écrire à travers toutes sortes de phases, même si j'avais besoin d'un horaire assez régulier. Là, quand je travaillais comme adjoint au chef de pupitre, j'avais toujours mes avant-midi. Mais tu sais, l'écriture, c'est un travail de routine. Il n'y a pas de télé-réalité à faire avec un écrivain là, qui est en train de bûcher sur un texte. Il se dit qu'il n'y aura pas grand code d'écoute, c'est sûr et certain. Parce que c'est de la routine, c'est de la commencement. Puis là, je me suis bien installé. Et là, j'ai vécu pendant plusieurs années et j'ai pu faire les livres que je n'avais jamais été capable de faire parce que ça demandait trop de travail, trop d'ambition, trop de temps. C'est comme ça que j'ai réussi à faire le voyage d'Ulysse, où je fais le tour du lac Saint-Jean à pied cette fois-là dans mon roman, dans mon conte, parce que c'est ça. Mais c'est un voyage autour du lac Saint-Jean, c'est un clin d'œil à Ulysse, à l'Odyssée d'Homère, avec tout ce que ça veut dire. Ben, l'Odyssée d'Homère, c'est pas idiot, c'est pas pour rien que j'ai pris ça, parce que c'est considéré comme le texte fondateur de la civilisation ou de l'écriture ou de la culture occidentale, avec tous les mythes et tout ça. Mais moi, je dis, je veux avoir mes mythes fondateurs au lac Saint-Jean. Puis je suis parti de l'Odyssée. J'en ai pris certains mythes qui collaient à la réalité du lac Saint-Jean. J'aimerais ça peut-être entrer dans votre vie personnelle. J'aimerais savoir justement, si vous voulez nous en parler, votre rencontre avec Danielle Dubé. Comment c'est arrivé? Ah, mon Dieu, c'est... Parce qu'elle a quand même une vie, écoutez, elle est importante dans votre vie personnelle, mais quand même dans votre vie professionnelle aussi, ça s'est croisé. Elle a eu une vie avant moi. Oui. C'est tout simplement... Moi, j'ai rencontré Danielle... C'est une question syndicale. Ça a l'air bizarre comme ça, hein? Mais il y avait quelqu'un qui avait été congédié au journal, puis on avait fait un grief qu'on n'avait aucune chance de gagner. C'était impossible parce que le journaliste était parti pour couvrir un événement à Dolbeau, puis il était revenu une semaine plus tard parce qu'il avait été parti sa brosse, puis il n'avait rien fait. Il avait été congédié, mais on avait fait un grief. On plaide le grief. Alors, on était sûr de perdre, en tout cas. Puis après ça, on va prendre un verre dans un bistrot à Chicoutimi. Puis là, Daniel arrive. C'est là que je l'ai rencontré. Ça a cliqué tout de suite. Là, hein. Il n'y a pas eu de fréquentation très longue. Là. Elle sortait d'un divorce. Et moi, j'étais toujours à 30 ans célibataire errant. Donc, on s'est rencontrés et ça a été la rencontre importante de ma vie parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Énormément. Elle m'a civilisé beaucoup, elle m'a sensibilisé beaucoup à des choses, la vie des femmes, par exemple, tout ça. Alors, et puis je suis devenu, quand on a commencé à vivre ensemble très rapidement, et je suis devenu père tout de suite, là, parce qu'elle avait une fille de 7 ans. Et c'est ma fille maintenant, parce que c'est devenu ma fille. Donc, ça a été un parcours culturel ensemble, là, qui dure depuis des années et des années. Ça a été fabuleux pour ça. Votre plus grande réalisation, hein, M. Barry, vous diriez, dans votre carrière, là, que ce soit l'auteur, le journaliste ou dans l'ensemble?
Ah, ben si je prends les aspects, là, si on veut, je pense que dans le journalisme, là, c'est Le Tour du lac en 21 jours, là, ça a été l'épiphanie, certainement. Les couvertures de textes. Et puis aussi le fait de choisir, parce qu'à un moment donné, Lise Bissonnette voulait que j'aille la rejoindre au devoir. Puis j'ai pas voulu. J'aimais ça, vivre ici, puis on était bien. Comme militant, c'est certainement les prix littéraires au Salon du Livre. Oui, c'est important, puis ça dure encore. L'association des écrivains aussi, c'était important. Puis comme je l'expliquais, la création d'un lac, un fjord, là, tout le corpus de nouvelles, ça, c'est des grands, grands moments. Dans ma vie d'écrivain, je pense que le voyage d'Ulysse a été ce que j'ai fait. Mais ça, en écriture, c'est un peu bizarre. Si on faisait exactement ce qu'on rêve de faire quand on écrit un roman, on arrêterait. On le fait. Mais c'est parce qu'un livre est toujours, par rapport à soi, un peu raté. C'est pour ça qu'on recommence. Parce qu'on va aller plus loin. Ben, merci beaucoup, M. Paré. Ben, Ça fut vraiment passionnant. tabarouette, on a fait, 2 heures. Maudite grand gueule. Je les avais préparés. Pour revoir cette entrevue, vous pouvez le faire via le site web de la Ville de Saguenay. Si vous voulez regarder l'intégralité de l'entrevue, elle est disponible à la Société historique de Saguenay. Et pour écouter la balado Bâtisseurs culturels, rendez-vous à baladoboréal.com.